Le point de départ, c'est quand même qu'on a un État défaillant. On est dans une explosion des phénomènes de drogue en France. En fait, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un Titanic qui coule. Et finalement, on n'a fait qu'empirer les choses. Les lits ont continué d'être fermés, les postes ont continué d'être fermés. En effet, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice et je pense à raison. Mais on soigne seulement les conséquences et pas les causes. On est dur avec les faibles et faible avec les durs. On paye pour que justice soit faite, pour qu'on soit en sécurité. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer ? C'est aussi très dangereux d'aller commencer à s'attaquer à ce genre de problème-là. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Corps. À corps. Corps à corps. Alors, le réchauffement climatique, je vous le disais, on en a mangé à toutes les sauces médiatiques cet été. On en a mangé quand il faisait chaud et même quand il faisait froid, quand on a ressenti un froid même inhabituel en cette saison. Alors là, certes, on vient de finir l'alerte canicule, on l'entendait tout à l'heure. Mais bon, au-delà de l'emballement pour la peur, on aimerait réfléchir posément sur cette question. Si nous sommes vraiment dans une période de dérégulation climatique, est-ce uniquement le fait de l'homme ? Et si c'est le fait de l'homme, les différentes politiques mises en place au niveau international et au niveau national sont-elles cohérentes ? C'est la question qui se pose vraiment. Alors que les Nations Unies ont publié vendredi dernier le bilan mondial depuis l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est 2015, qui alerte sur des engagements non respectés. Je les cite. Le réchauffement climatique d'origine humaine atteint déjà 1,2 degré. Alors qu'on est à 12 jours du sommet sur l'ambition climatique organisé par l'ONU à New York, eh bien, nos réponses politiques sont-elles vraiment efficaces ? Et sont-elles vraiment utiles ? C'est la question qui se pose. Le passage à l'énergie nucléaire, de l'énergie nucléaire à l'énergie renouvelable, est-elle vraiment cohérente ? Voilà toutes ces questions qui se posent. Les différentes mesures contraignantes également développées. Interdiction des véhicules en centre-ville, puis bientôt en ville tout court, interdiction des vols d'avion sur les courts trajets, limitation des douches et des fontaines publiques, massacre du bétail producteur des CO2. Je vous rappelle que ça, c'est ce qu'envisage de faire le gouvernement irlandais, abattre 200 000 vaches laitières au cours des 3 prochaines années pour tenir ses engagements climatiques. Bientôt l'instauration d'un quota carbone. On voit que c'est des idées développées notamment par l'ingénieur Jean-Marc Jancovici pour les développements en avion, pour les déplacements en avion. L'instauration d'une carte carbone individuelle, comme le propose Thomas Piketty, et qui existe déjà en Suède, cette carte de crédit qui permet de calculer l'empreinte carbone dans chaque achat. Eh bien, toutes ces mesures sont-elles vraiment nécessaires ? Voilà les questions qui se posent et qu'on pose à nos deux invités. Et nous sommes tout de suite avec Bertrand Alliot. Bonjour Bertrand Alliot. Vous êtes porte-parole d'Action Écologie, auteur de Une histoire naturelle de l'homme aux éditions L'Artilleur. On a un petit problème de retour de son. On va tenter de vous récupérer, Bertrand Alliot. Et puis nous avons Samuel Furfary qui va nous rejoindre, professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles, docteur en sciences appliquées, ingénieur politicien et spécialiste des questions énergie et géopolitique et auteur de Écologisme, assaut contre la société occidentale. On est en plein dedans, aux éditions VA Éditions. Oui, bonjour. Voilà, Bertrand Alliot, vous êtes là ? Alors, on ne vous entend pas, Bertrand Alliot. Et nous avons Samuel Furfary. Bonjour, professeur Furfary. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. En attendant qu'on récupère Bertrand Alliot, que nous voyons, mais on a un problème pour récupérer son son. En tout cas, professeur Furfary, vous avez entendu mes questions sur ce réchauffement climatique. Si on n'est pas là forcément pour poser la question de cet emballement climatique, de cette dérégulation, mais plutôt sur les politiques qui sont posées dessus, au niveau international comme au niveau national. Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, nos politiques soient cohérentes et utiles ? Elles sont surtout utopiques. Oui. On veut faire croire qu'on va réduire les émissions de CO2, mais c'est tout simplement utopique. C'est possible de le faire en Europe, parce que nous étions riches, et on a décidé de devenir pauvres, et donc on peut réduire nos émissions de CO2. Mais dans le reste du monde, où ils sont pauvres et qui veulent devenir riches, mais il n'y a rien à faire, les émissions de CO2 vont exploser. Oui. C'est bien simple. Depuis que, en 1992, on a décidé de réduire les émissions de CO2 au niveau mondial, elles ont augmenté de 62%. Pendant ce temps, dans l'Union européenne, elles ont diminué de 23%. D'accord. Et donc voilà, l'Europe diminue, mais le reste du monde augmente.
Et l'Europe diminue, je le précise, le CO2. Est-ce que c'est vraiment la lutte à avoir également? C'est une des questions qui se posent. Je vais voir si on a récupéré Oui, Bertrand Alliot. Essayez Oui. de... Ah voilà, ça y est, on vous entend, Voilà. parfait. Parfait. Bertrand Alliot, pardonnez-nous pour cette problème technique. Je Je vous en rappelle, vous prie. êtes porte-parole d'Action Écologie et auteur de Une histoire naturelle de l'homme. Vous avez entendu professeur Furfari qui nous Oui. dit, finalement, en Europe, c'est possible, mais on ne peut pas lutter tout seul face à l'ensemble des émissions de l'ensemble du monde. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que décarboner, c'est un projet qui peut être éventuellement passionnant, mais qui va nous mener, je pense, à la ruine. C'est-à-dire parce que, en fait, ce qu'on est en train de faire au niveau, et c'est ce qu'a dit M. Furfari, hein, c'est ce qu'on est en train de faire au niveau de l'Europe ne va pas être fait au niveau international, disons, car pour se développer, pour améliorer son niveau de vie, finalement, il faut de l'énergie. Et aujourd'hui, l'énergie, elle est principalement dans les énergies fossiles. Donc, vouloir se décarboner à niveau technologique constant, disons, eh bien, c'est organiser une forme de décroissance que veut faire Jean Covici, etc. Et donc, effectivement, mais il faut savoir que si on fait ça au niveau de l'Europe, ça ne va rien changer au niveau mondial. Et donc, il n'y aura aucun résultat. Et donc, on va s'appauvrir. Et la grande menace aujourd'hui pour les citoyens européens, français, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est ce grand projet de décarbonation qui veut se faire à marche forcée. Ouais. Et ça va nous mener, ça va augmenter la pauvreté de façon spectaculaire, je pense. Et alors voilà, la proposition, c'est d'être heureux quand même, de trouver son bonheur quand même. Alors, Oui, ça peut être une solution, mais oui, donc voilà, décroissance, on va dire obligatoire, décarbonation obligatoire, et tout ça, alors qu'en fait, au niveau international, ça ne se fait pas. Alors moi, je voudrais, pour reposer bien le problème, d'abord savoir si il est vraiment utile de décarboner pour lutter contre les réchauffements climatiques. Première question que je vais vous poser, professeur Furfari. Deuxième question, les mesures que l'on met en place pour décarboner, sont-elles vraiment utiles ou au contraire, finalement, sont-elles néfastes pour cette mission? Moi, j'ai cité là le fait qu'on décidait d'abattre 200 000 vaches laitières en Irlande, qu'on va mettre des systèmes de quotas carbone, de cartes carbone. Enfin, en tout cas, que ce sont des choses qui sont développées. Les vols d'avion qui sont limités, les véhicules qui sont limités en centre-ville. Tout ça, est-ce que, professeur Furfari, est-ce que ça va dans le bon sens pour limiter l'émission de CO2? Et ensuite, l'émission de CO2, faut-il vraiment la limiter? Voilà les deux questions en une. Professeur Furfari. Alors, professeur Furfari, est-ce que Bertrand Alliot est là ou est-ce que nous avons perdu? Oui. Bon, oui. Alors, on a décidément un problème avec le son ce matin. Bertrand Alliot, on continue avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il faut vraiment, mettre en place ces politiques que j'ai citées pour réussir à décarboner? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? écoutez, bon, contrairement à ce qu'on dit, il y a des débats là-dessus. C'est-à-dire que l'idée, effectivement, c'est selon la thèse du GIEC, c'est d'essayer de diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et on se joue pour ça sur les émissions, finalement. Mais nos émissions, en tout cas en Europe, sont très, très faibles par rapport aux émissions mondiales, mais il est très, très dur de faire diminuer cette quantité de CO2 dans l'atmosphère. Quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que ça va être extrêmement difficile d'avoir un impact sur la quantité de CO2 dans l'atmosphère. On peut avoir un impact sur nos émissions. Demain, on n'a qu'à arrêter tout développement et retourner dans la forêt et on va limiter nos émissions. Mais est-ce qu'on va pour autant diminuer la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Rien n'est moins sûr. Surtout que, vous savez, il y a d'autres phénomènes en fait qui jouent et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs en ce moment. On voit par exemple Cathy Clairbeau, là, qui est une climatologue, on peut dire ça. Elle étudie en fait l'évolution de l'atmosphère par les satellites. Et quand elle a été interrogée sur les 18 prochains mois, elle dit qu'il va faire plus chaud, eh bien, elle a précisé des raisons pour lesquelles il y a des réchauffements climatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, elle a donné d'autres explications que le CO2, en disant en tout cas que le CO2 n'était pas le seul facteur explicatif. Oui. Elle a signifié, par exemple, la variation de l'activité solaire. C'est assez rare d'entendre ça aujourd'hui parce qu'on... Voilà. Donc là, on est sur une phase, si vous voulez, du soleil, de l'activité solaire qui est très importante, puisqu'il y a des cycles dans l'activité solaire. Elle a précisé aussi que les éruptions volcaniques avaient un effet. Elle a notamment cité
alors je me rappelle plus de son nom, mais il y a un volcan, je crois que dans le Pacifique, en janvier 2022, qui a largué énormément de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et elle dit que ça peut avoir un impact. Et vous savez que le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Et donc, voilà. Voilà, prendre en Ensuite, compte l'ensemble des éléments et des facteurs, voilà. et pas seulement Elle parle aussi le d'El facteur Niño, humain. hein, ça on le cite plus souvent, mais les courants marins, vous savez, El Niño, et El Niño est en train de s'installer en ce moment, ce qui va probablement augmenter la température. Et puis il y a les aérosols aussi, ça qui peuvent les faire diminuer. Vous savez, l'activité humaine envoie des aérosols dans l'atmosphère, et puis les volcans aussi, par exemple. Et ça empêche les rayons du soleil, le rayonnement. Et donc, ça peut diminuer, justement. Donc, vous voyez, il y a plein d'autres causes aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on est en train de mettre en place des actions, mais on ne saura pas vraiment l'évolution climatique dans le futur. On parle aussi, et on en parle de plus en plus, que le possible, dans pas très longtemps, dans 1 ou 2 décennies, d'un changement et d'un refroidissement global de l'atmosphère. Donc, vous voyez, si on a fait énormément d'efforts et qu'on se prend un refroidissement, on aura l'air fin. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais ça, on aura l'air fin, mais surtout les politiques auront l'air fin, parce que, évidemment, ceux qui prennent en pleine figure, on va dire, ce genre de politique, ce sont les citoyens lambda qui vont avoir des contraintes énergétiques. On voit déjà l'énergie dont les prix augmentent, mais tout ce que j'ai déjà cité, interdiction d'utiliser des voitures, diesel, etc. Donc toutes ces choses-là, ça touche directement nos concitoyens, et c'est pour ça que je voulais poser cette question aujourd'hui. On n'est pas là pour dire réchauffement climatique par réchauffement climatique ou dérégulation ou pas, mais plutôt est-ce qu'on fait est vraiment cohérent et utile? Professeur Furfari, moi je lis en même temps les messages de nos auditeurs qui nous disent mais finalement tout ça va finir par détruire l'Occident, c'est la seule chose que ça va provoquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces réactions? Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit le livre Écologie, assaut contre la société occidentale. Oui. C'est exactement ça le problème, c'est que on pense que c'est la question revient au changement climatique et à sauver la planète. C'est pas vraiment ça qu'il y a derrière tout ça. À mon sens, il y a une double volonté. Tout d'abord, c'est la revanche des idées socialistes sur l'économie de marché. Donc, l'effondrement de l'Union soviétique et donc du socialisme a stimulé les gens à se battre, parce qu'il y avait des gens qui n'ont pas accepté que l'économie de marché soit vers cette bataille historique. Et donc, on a inventé ce mouvement écologique, socialo-écologiste, pour combattre l'économie de marché. L'économie de marché se base sur l'énergie abondante et bon marché. Les bons marchés, oui. S'il n'y a pas d'énergie abondante, il n'y a pas d'économie de marché. Vous savez faire fonctionner les bateaux, les trains, les avions pour transporter les marchandises. Bref, l'économie de marché, c'est l'énergie fossile. Et donc, en attaquant les énergies fossiles par le biais du CO2, vous attaquez l'économie de marché. La deuxième raison, qui est peut-être moins connue, c'est le malthusianisme. Oui. Il y a, depuis Thomas Malthus, même avant Thomas Malthus n'était pas le premier, cette volonté de décroître la population. Il faut réduire la population. On n'arrête pas de dire on est trop, on n'a pas d'avenir. Il faut donc réduire la population mondiale. Et pour réduire la population mondiale, il suffit de dire qu'on est trop et qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'on va droit dans le mur. Et donc, on a inventé toute cette théorie. Mais pardon, professeur Furfari, c'est manque de ressources. Oui, c'est très important ce que vous nous expliquez là. Vous dites qu'on a inventé cette théorie sur le manque de ressources. Moi, je connais, je vais vous dire, beaucoup de jeunes de ma génération qui refusent d'avoir des enfants parce que justement, ils pensent qu'ils vont trop alourdir, on va dire, le bilan climatique, écologique de la planète en ayant des enfants. C'est normal, on leur a appris cela. Mais donc ça vous dites, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, ça, c'est, selon vous, c'est volontaire, c'est un dogme qui a été mis en place pour faire décroître la population. Expliquez-nous un peu. Il faut lire les penseurs de l'écologie profonde.
euh, tout comme les anciens communistes français qui votaient communistes du temps de M. Georges Marchais n'avaient pas lu Marx, aujourd'hui, les jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants n'ont pas lu, par exemple, Hans Thomas. Mais tout est là. Les théoriciens existent et tout se tient au point de vue théorique. Et puis, on a lancé ça dans la nature et maintenant, ça court sans qu'il y ait même référence à la théorie de base de cette idéologie. En fait, dans le passé, jusqu'il y a quelques années, les gens avaient confiance en l'avenir. On n'avait pas peur, on était courageux. Aujourd'hui, on a inversé le système. Les gens doivent avoir peur. Et donc, se cantonner sur eux-mêmes, se limiter sur eux-mêmes et éviter de produire quoi que ce soit. Et il ne faut surtout pas ouvrir une mine. Ouais. Parce que sinon, si on ouvre une mine, on va épuiser les ressources. Mais dans le reste du monde, ils ont une autre mentalité, évidemment. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a commencé l'émission en disant que le danger vient de la décroissance en Europe et de la croissance ailleurs dans le monde. Et je ne sais pas comment faire pour inverser cela, parce qu'on a été déjà trop loin dans cette démarche. Oui. On va continuer d'en parler, évidemment, professeur Furfari. Bertrand Alliot, vous avez entendu tout ce qu'a expliqué le professeur Furfari. Vous êtes d'accord, vous, sur les grandes lignes ? Alors moi, je dis toujours que les écologistes sont cohérents et qu'ils sont sincères. Et c'est logique de se poser des questions sur la population mondiale lorsqu'on pense que l'homme a un impact trop important. Si vous avez 100 000 hommes sur la planète ou si vous en avez 8 milliards, il y a quand même une différence d'impact. Bien sûr. C'est évident. Et donc, plus vous êtes développé aussi, plus vous allez créer des pollutions, des nuisances, etc. Donc, il y a une logique dans la pensée écologique et je ne pense pas qu'ils soient anti-humanisme par plaisir. Ils sont en fait, ils pensent qu'il faut s'arrêter ou transformer le monde pour continuer à exister. Donc, dans une certaine manière, ce sont des humanistes. C'est là où je n'ai pas tout à fait toujours la même vision parce que j'ai été écologiste, parce que j'ai cru à un certain... forme d'effondrement à un moment de ma vie, etc. Et que logiquement, on en arrive à ça. De même que aujourd'hui, organiser la décroissance, si on veut diminuer le CO2, c'est la seule solution, si vous voulez. Donc là, il y a une logique de la pensée écologique. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut remettre en cause le diagnostic de crise, parce que, vous savez, on parle que cette année est une des plus chaudes qu'on ait jamais vues, qu'on ait jamais vu depuis qu'on fait des mesures. Alors on verra si c'est le cas, mais en tout cas, vous avez une production mondiale de céréales qui est tout à fait, j'allais dire spectaculaire, qui est au 2e plus haut jamais enregistré cette année. Vous avez, par exemple, on a vu ça il y a quelques mois, le Sahel qui reverdit. Vous pouvez regarder l'article du Point il y a quelques mois là, sur ce sujet-là, avec des rendements qui ont été multipliés par 3 dans cette zone. Et comment vous l'expliquez qu'il reverdit ? Comment vous l'expliquez, Bertrand Alliot, que le Sahel reverdit ? C'est le régime des pluies qui a changé, en fait. Oui. Pendant très longtemps, enfin, entre, disons, les années 70 et les années 90, il y a eu une anomalie de sèche, si vous voulez. Enfin, ce qu'on peut appeler une anomalie, mais... et puis, ça s'est remis à pleuvoir, si vous voulez. Et donc, vous avez un reverdissement du Sahel avec une augmentation de la population qui a été multipliée par 2, je crois, et les rendements par 3. Vous avez la barrière de corail aussi, on en a entendu parler. À un moment donné, elle baissait, elle est remontée de façon spectaculaire. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est des bonnes nouvelles, ça, Bertrand Alliot. Il y en a plein de bonnes nouvelles, je peux vous en donner plein. Il faut qu'on vous appelle tous les jours, là, ça va nous faire du bien. Vous allez repeupler la France. Oui, alors cette année, les rendements, malgré les températures en France, sont très très bons. Il y a même des records en Haute-Loire, par exemple. Ils ont des silos, ils ne savent pas quoi en faire, ils sont pleins, etc. Donc, si vous allez voir en Arctique aussi, l'Arctique, il n'y a pas de fonte spectaculaire. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de bonnes nouvelles. Donc, on remet en cause le diagnostic. Si on n'a plus le même diagnostic, vous savez, on n'aura pas les mêmes politiques radicales qui vont en face. Donc, il faut réinformer sans cesse le public sur, en fait, le diagnostic d'apocalypse qu'ils sont en train de dresser, que les médias, etc. Donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. C'est ce qu'on essaye de faire. Oui.
pour montrer que tout ne va pas mal, quoi. Mais en fait, pour redresser ce diagnostic d'apocalypse dont vous parlez, très bien d'ailleurs Bertrand Alliot, finalement l'idée c'est de dire quoi, c'est multifactoriel. La preuve, regardez, on voit bien qu'il y a des choses qui vont mieux, même si on a un bilan carbone qui n'est pas forcément au top, même si la population mondiale continue de croître, eh bien les choses s'améliorent, vous l'avez cité, le Sahel, les céréales alors qu'on est en pleine chaleur. Oui, professeur Furfari. Oui. Le meilleur paramètre, selon moi, pour montrer que ça va mieux, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie augmente dans le monde parce qu'il y a moins d'enfants qui meurent. Pourquoi meurent-ils moins? Pourquoi y a-t-il moins de misère en Afrique? Parce qu'ils commencent à se développer. Et pour se développer, ils utilisent des énergies fossiles qui émettent du CO2. Et donc, voir toujours la peur du CO2 et refuser de voir les bienfaits de la société occidentale basée sur l'économie de marché et l'énergie fossile, c'est trompeur. Et c'est la raison pour laquelle, dans les COP, les pays en croissance ne veulent rien entendre de la décroissance des émissions de CO2. Ils savent très bien que pour se développer, ils auront besoin d'énergie fossile. Prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Eh bien, en Côte d'Ivoire, maintenant, depuis 2018, ils importent du propane-butane en bateau, de manière à distribuer des bonbonnes de gaz propane-butane à la population à Abidjan pour pouvoir cuisiner. Parce qu'avant, ils cuisinaient avec du bois, comme faisaient nos ancêtres. Et donc, voilà, ils produisent plus de CO2, mais ils ont un air propre dans Abidjan. Oui. Bah, on va revenir sur le CO2 parce que j'ai aussi beaucoup de réactions des auditeurs en direct qui nous disaient oui, mais en même temps le CO2 c'est bon pour la photosynthèse, c'est bon pour les plantes, donc il y a peut-être plus de plantes, et qui dit plus de plantes dit peut-être un air meilleur. Bah, ça fait beaucoup de questions qui se posent, mais il est 9h. Et tout de suite nous retrouvons notre corps à corps. Corps à corps. Corps à corps. Et oui, on parle réchauffement climatique, on parle prise de contrôle de nos libertés, on parle fin de l'Occident, canicule, et puis ces alertes avant la nouvelle COP qui va ouvrir ses portes d'ici quelques jours. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Samuel Furfari, professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles, docteur en sciences appliquées, et puis auteur notamment de ce livre en plein dans le sujet Écologisme, assaut contre la société occidentale, aux éditions VA Éditions. Et puis nous sommes avec Bertrand Alliot, porte-parole d'Action Écologie, auteur de Une histoire naturelle de l'homme. Une question que beaucoup d'auditeurs posent en ce moment en direct. Ils disent « Mais on a marre, tout le monde parle du CO2. Le CO2 est indispensable à la vie. » Et en plus, d'abord, on n'arrête pas de couper des arbres. Mais surtout, les arbres en ont besoin pour la photosynthèse. Est-ce que finalement, le CO2, c'est vraiment si grave qu'il y en ait? Je vous pose la question à tous les deux. Je commence par le professeur Furfari. Non, nous, les humains, nous sommes producteurs de CO2. Nous produisons 900 grammes de CO2 par jour. Les enfants ont appris ça à l'école, le cycle du carbone. Nous mangeons des hydrocarbones et nous émettons du CO2. Et les arbres font l'inverse, ils absorbent du CO2 et ils émettent de l'oxygène. Oui, mais donc on est bien d'accord. C'est le cycle du carbone depuis toujours. Oui. Et donc, si on avait nos plantes peuvent se s'emporter que mieux s'il y a beaucoup de CO2 finalement, non, professeur Furfari? En effet, tout à l'heure, quand Alliot parlait du verdissement du Sahel, ce sont les pluies, bien entendu, mais aussi globalement dans le monde, beaucoup plus de CO2 et qui permettent à la planète de verdir. Oui, mais donc ça, c'est une excellente nouvelle finalement. Dans les serres horticoles, par exemple, quand vous mangez des fraises en toute saison, dans les serres horticoles, on envoie du CO2. Il y a à côté de la serre, il y a une chaudière qui brûle du gaz, et les gaz d'échappement sont envoyés dans la serre. Non mais oui, c'est incroyable ça. Oui. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on a des fraises dans toute l'année. Oui, mais alors. Pas seulement les fraises. Oui, mais alors, attendez, parce qu'il y a quand même un énorme paradoxe. Depuis tout à l'heure, on nous dit qu'il faut lutter contre le CO2, l'émission de CO2, donc on va restreindre notamment les Occidentaux, parce que ce sont les premiers à suivre les règles. Donc diminuons notre vie, finalement, notre mode de vie, limitons-le.
contrôlons-le, parce que c'est quand même ça aussi qui est mis en place, faut le rappeler. Donc tout ça pour limiter le carbone, et finalement vous êtes là, vous me dites, finalement ce carbone, ce CO2 est une excellente nouvelle, regardez le verdissement du Sahel. Alors c'est quoi ce paradoxe, professeur Furfari? Je vais vous expliquer une anecdote. Allez-y. Beaucoup de tomates en Europe proviennent des Pays-Bas. Oui. Les Pays-Bas, c'est pas un pays ensoleillé, c'est pas le pays de la tomate. Non. Pourtant, aux Pays-Bas, grâce aux découvertes de gaz dans le gisement de Groningen dans les années 70, ils ont eu du gaz tellement bon marché qu'ils se sont mis à produire des tomates sous serre en brûlant leur gaz naturel et d'envoyant le CO2 produit par la combustion dans les serres. Et c'est comme ça qu'une grosse partie de l'Europe mange des tomates produites avec du CO2. Oui, donc le CO2 est bon pour les rendements agricoles. C'est d'ailleurs ce que rappelait tout à l'heure Bertrand Alliot. Il rappelait qu'on n'avait jamais eu d'aussi bonne production agricole que cette année, il me semble, enfin de céréalière en tout cas. Bertrand Alliot, vous entendez ce que dit le professeur Furfari. Alors, où est le problème du CO2 alors? Alors, je suis tout à fait d'accord avec professeur Furfari, bien sûr. Le problème, c'est que, vous savez, normalement, c'est la dose qui fait le polluant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas polluantes à certaines doses et d'autres, oui. Et là, si on déroule la thèse, disons, du GIEC, c'est celle-là. C'est plus il y a de CO2 et plus il y a un dérèglement du climat. Donc, voilà. Voilà, il y a des avantages aussi largement à ce qu'il y ait beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère. D'ailleurs, dans l'histoire géologique de la Terre, il y a eu des moments où il y en a eu beaucoup plus. D'ailleurs, s'il y a trop peu de CO2, c'est une véritable catastrophe. Les plantes commencent à mourir. Au contraire, lorsqu'il y en a beaucoup, d'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi, dans certaines périodes, il y avait des géants, finalement, des plantes beaucoup, beaucoup plus importantes, et les animaux, d'ailleurs, étaient en proportion, disons. Et donc, voilà, on est dans ce moment un peu paradoxal. Je voudrais aussi rappeler que le CO2, c'est 0,04% de l'atmosphère. Donc, c'est extrêmement faible. Et si on arrive vers les 0,02, on commence à voir les plantes mourir, si vous voulez. Donc, et puis, la vapeur d'eau, comme je le disais tout à l'heure, est le gaz à effet de serre le plus important. Et c'est beaucoup plus abondant. C'est 100 fois plus abondant. Ça n'a rien à voir. Alors, Bertrand Alliot, vous nous dites finalement, vous êtes d'accord sur cette idée que le GIEC a tendance à se concentrer sur le CO2, alors que finalement on en a besoin. Vous rappelez même qu'on a déjà eu des périodes où il y en avait plus, alors que l'homme n'était pas encore là. Donc, finalement, tout un récit qui est mis en place. Pourquoi, à votre avis? Si ce n'est pas pour... ça, l'explication, moi, alors certains... sur vos ondes notamment, disent qu'il y a, on entend toujours la gouvernance mondiale, les élites, etc., et qu'il y a un projet derrière. Moi, je ne crois pas. Je crois vraiment qu'il y a une crise, moi, que j'appelle mystique. Je dis toujours un peu la même chose, mais j'y peux rien. Les écologistes ont toujours été sur ce diagnostic de la cohérence. complètement. Voilà. Et je pense que sur ce un peu délire mystique, parce que je pense que le catastrophisme n'est pas justifié, nous n'allons pas vers la fin du monde. D'ailleurs, je tiens à dire, ça a été mis en avant par les climato-réalistes, l'association des climato-réalistes. Richard Toll, qui est un économiste de l'environnement, qui a participé au rapport du GIEC, etc., qui est quelqu'un de très respecté, a dit sur une interview très très récente à un journal allemand que le changement climatique, c'était loin d'être une apocalypse et qu'on n'allait pas vers des catastrophes telles qu'elles nous sont décrites. De même que même le président du GIEC a eu des déclarations, le nouveau président, vous savez, en gros, ça a été minimisé après par certains médias comme Libération, mais il a quand même été plutôt, on va dire, rassuriste, c'est-à-dire qu'il a dit en gros on va dépasser les 1,5 degrés qui était l'objectif, à demi-mot en tout cas, et puis on n'allait pas s'effondrer pour autant. Donc on commence à voir, si vous voulez, dans même par la parole officielle, on va dire, plutôt des paroles rassuristes comme ça. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait un projet qui soit tel que décrit par certains. Je pense que c'est un peu une crise globale, notamment de l'Occident, sur lequel va surfer des intérêts particuliers, les vendeurs d'éoliennes, des gens qui ont des intérêts là-dedans, parce qu'il y a énormément d'argent. Il faut voir l'argent dépensé par l'Union européenne, notamment, pour les politiques de décarbonation. L'environnement, c'est 30%
4% du budget de l'Union européenne. Et les affaires climatiques, c'est une proportion très importante. Il y a eu sur le plan de relance 750 milliards sur la question du climat. Vous vous rendez compte l'argent qu'il y a là-dessus à se faire? Alors évidemment, quand vous avez une crise un peu comme ça et que vous avez de tels intérêts disons, alimenter la crise, eh bien, vous allez créer votre tempête médiatique Mais donc là, pardon, vous dites États, oui, quand même qu'il y a des etc. intérêts derrière. C'est peut-être pas un complot unique, c'est plusieurs intérêts qui viennent se greffer sur une espèce de crise mystique, comme vous l'avez dit. C'est mon hypothèse. C'est une pyramide, hein. Professeur Furfari, allez-y. C'est une pyramide. Il y a des gens qui ont cette crise mystique, bien entendu. Et puis, il y a des gens qui, en matière politique, n'avaient rien d'autre à vendre après l'échec du socialisme. Et il a fallu inventer cette histoire verte. Et puis, il y a les industriels qui profitent de la manne européenne. C'est pour ça qu'ils s'occupent d'hydrogène. Hein. S'occuper d'hydrogène, c'est vraiment le comble de la bêtise chimique. Mais voilà, puisqu'il y a de l'argent, les gens vont travailler là-dessus. Et puis, ça donne du blé à moudre aux scientifiques. Vous imaginez le nombre de scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur le CO2 ? Vous savez, le nombre de papiers scientifiques que l'on produit sur le CO2, c'est invraisemblable. Et tous ces gens-là vivent de cela. D'ailleurs, il y a un scientifique. véritable Oui, business il y a un scientifique qui a avoué aujourd'hui avoir été obligé de travertir un peu, enfin de mentir par omission pour pouvoir être publié dans les grandes revues scientifiques. Oui, voilà, c'est Monsieur Brown. Voilà, parce qu'il fallait qu'il suive Bon, le courant. il a écrit un papier sur les incendies en Californie et il a fait le nécessaire pour qu'il soit publié dans une revue prestigieuse Nature. Et ensuite, il a expliqué que bon, si j'avais mis toutes les conditions qui Tous les conduisent facteurs, à ces incendies, le papier n'aura pas été publié. Donc voilà, il a fait ce qu'il fallait pour être publié. Il a expliqué ensuite comment il fallait faire pour être publié, c'est-à-dire aller dans le sens d'un narratif malgré tout. Donc on n'est pas là pour dire qu'il y a un complot au-dessus, mais juste il y a un narratif, un récit, une crise mystique, on l'appelle comme on veut, et très largement alimenté. Je voudrais qu'on s'arrête, il nous reste que 2 minutes, qu'on s'arrête 2 minutes dessus justement, sur le relais des médias aussi. On a vu tout l'été, à quel point on était, pardon, je vais utiliser le mot, bassiné par le réchauffement climatique, la chaleur qui nous inondait tous, alors que justement beaucoup avaient dû faire des feux comme ils n'en avaient jamais fait en été parce qu'ils avaient froid en Bretagne et ailleurs. Donc là, parfois on se dit mais on marche sur la tête. Oui, là c'est plus qu'une crise mystique, là c'est de l'aveuglement, professeur Furfari. Il y a une internationale médiatique. Hein. Ouais. Moi, je vis en Belgique et je suis italien. Et donc, je regarde les informations en France, en Italie, en Belgique, et parfois ailleurs aussi. Et je m'aperçois que les mêmes images, les mêmes discours sont publiés le même jour. Ouais. Il y a donc véritablement derrière ça une internationale médiatique. Oui, pas socialiste. Et je ne dis pas qu'il y a un complot, hein, bien entendu. Je vais préciser ça. Il n'y a pas de complotistes là derrière. Mais il y a des gens qui ont des intérêts. Et des intérêts puissants. Des intérêts financiers. On martèle tout le temps. Vous savez, moi je suis, comme je vous dis, pardon, je vous le dis, quel type d'intérêt, professeur Furfari? De vendre et de profiter des crédits des autres, bien entendu. Et aussi pour certains, un intérêt idéologique, hein, faut pas sous-estimer ça. Oui, bien sûr. Il y a bien entendu des gens qui ont un intérêt idéologique. Ils sont peut-être honnêtes du point de vue financier, mais ils ont un intérêt idéologique. Oui. Professeur Bertrand Alliot, porte-parole d'Action Écologie, un dernier mot sur justement le rôle médiatique également, avant de clôturer ce grand entretien avec vous deux. Oui, écoutez, il y a une grande paresse, disons, des médias, des grands médias, des médias de grand chemin sur cette question-là, où effectivement, ils ne font que réalimenter le récit. Et ce qui est extraordinaire dans la thèse climatique, c'est qu'elle est sans cesse réalimentée par la météo. Et on parle toute la journée de la météo, on ne fait que ça depuis la nuit des temps, vous voyez. Et donc ça, c'est extraordinaire, parce que dès qu'il se passe un truc, on peut le raccrocher au récit catastrophiste. Et la météo, comme elle change tout le temps, et qu'on a une vision mondiale de la météo,
c'est infini. Mais donc, moi, ma thèse, mon hypothèse, c'est que tout cela est en train de s'épuiser. Le récit apocalyptique s'épuise parce qu'on n'y croit plus, ça va trop loin. Oui. Et Oui, mais donc, c'est vrai, on a vu d'ailleurs les Français, moi tous les jours cet été, des citoyens nous dire non mais attendez là, ils exagèrent, ils parlent d'un réchauffement climatique, on n'a jamais eu aussi froid. Alors certes, il y a eu des moments où des périodes de chaud en été, mais tout de même. Et les gens voyaient bien ce décalage entre le récit médiatique et la réalité. voilà, et puis avec les mesures qui vont se prendre dans les dents, Oui. vous allez voir que on va changer d'avis. Donc moi, je suis assez optimiste sur l'avenir. Je pense que ça va s'écrouler à un moment donné, que le délire apocalyptique va s'écrouler, j'allais dire presque d'un coup. Donc ça, je pense que on va vivre ça. Alors, je sais pas dans combien de temps, mais j'en suis intimement persuadé. Bon, en tout cas, on continue de suivre l'affaire. Et puis, merci beaucoup à vous deux, professeur Furfari. Je vais rappeler votre livre Écologisme, assaut contre la société occidentale aux éditions VA Éditions. Vous êtes professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Merci à vous, Bertrand Alliot, porte-parole d'Action Écologie, auteur de Une histoire naturelle de l'homme aux éditions L'Artilleur. On l'a vu, finalement, plutôt des bonnes nouvelles sur autour de cet grand entretien sur le fameux réchauffement climatique et sa réalité.